Bonjour à tous et bienvenue. Je propose de commencer cette session Meet the Experts avec comme invité Monsieur Henri Leval, qui est coordinateur du projet Interreg Grande Région Causan à l'Observatoire européen de la santé transfrontalière et qui va nous effectuer une présentation sur la coopération transfrontalière en santé. Avant de lui donner la parole, j'aimerais faire un petit rappel sur certains points techniques. Alors, veuillez tout d'abord noter que l'événement sera enregistré. Ça veut dire que les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées sont invitées à éteindre leur caméra. Nous préférons sinon, évidemment, que vous la laissiez allumée. Ça rend la session un petit peu plus vivante. Si vous voulez protéger vos données personnelles, vous pouvez simplement changer aussi votre nom réel par un autre nom via les paramètres. Ensuite, lors de la session, merci de couper votre microphone lorsque vous ne parlez pas. Et si vous souhaitez poser une question, vous pouvez vous manifester via la fonction « Lever la main » présente sur Zoom en bas, et on vous donnera la parole. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions via la fonction de chat. L'interprétariat en français ou en allemand est possible si vous le souhaitez. Et si la langue de l'événement change, par exemple une question en allemand ou en français au cours de la session, vous pouvez utiliser la fonction de traduction en bas avec la petite icône globe. Sur ce, je laisse maintenant la parole donc à Monsieur Leval. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Picard. Merci beaucoup, Madame Rowe, pour l'organisation de cet événement. Je suis très heureux d'avoir été invité à intervenir dans le cadre de cet événement. Et donc, je vais directement commencer à présenter la thématique sur laquelle je voulais intervenir, à savoir la coopération transfrontalière en santé et plus particulièrement dans le cadre de la grande région, puisque en tant que coordinateur de l'Observatoire européen de la coopération en santé, nous sommes chefs de file d'un projet qu'on appelle CAUSAN, qui est un projet Interreg 5 Grande Région et qui, dans le cadre de ce programme, a des ambitions que j'essaierai d'expliquer en matière de développement de coopération transfrontalière en santé dans la grande région. Mais nous ne limiterons pas nos propos à ce projet, bien entendu. Il servira de lieu de réflexion et d'expérimentation pour un échange que j'espère très intéressant avec les participants à cet atelier. Alors, directement, concernant la coopération transfrontalière en santé, si l'on veut borner son champ et le définir, on peut passer la diapo suivante. On sait qu'aujourd'hui, la santé est une thématique qui relève de la compétence de chaque État membre. Je ne sais pas si on peut passer la diapo suivante. Voilà. Donc, la précédente, oui. Oui. Donc, la coopération transfrontalière en santé dépend de la réalité que l'on connaît aujourd'hui dans le cadre de l'application du traité de Lisbonne, qui est l'article pour la santé 168. C'est la dernière matière qui est entrée dans la compétence des traités. Donc, la santé est une matière qui relève exclusivement de la compétence des États membres. Ça a été défini à la fois dans les traités de Maastricht pour la première fois, Amsterdam ensuite, Nice et puis Lisbonne. Et la Cour de justice européenne a dû se prononcer dans un certain nombre d'affaires, plus ou moins 15, dans lesquelles elle a répété dans chacune de ces affaires que la santé était une matière qui relevait en matière de gestion et de financement des systèmes de santé de la compétence exclusive des États membres. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous appuyer sur un dispositif particulier pour faire de la coopération transfrontalière. Quand on fait de la coopération transfrontalière, on la fait avec la participation et la volonté des autorités des différents pays concernés par ces coopérations, ainsi que par les acteurs de ces coopérations. Donc, le partenariat dont on parle et qui est le fondement même de cet événement et de cette rencontre dans le cadre de Connecting GR est tout à fait au cœur, je dirais, du sujet et du fondement des coopérations transfrontalières en santé. Alors, il faut bien savoir que
il existe quand même, dans le cadre de la coopération transfrontalière en santé, des possibilités qui sont ouvertes pour avoir accès aux soins dans un autre État membre. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place d'une part par les accords de la CECA et qui ensuite ont été coulés dans le cadre de règlements européens, d'abord le règlement 3 et 4 de 1959, puis le 1408-71 et le 574-72, et aujourd'hui le règlement européen applicable depuis 2010, qui est le 883-2004 et le 987-2009. Il s'applique depuis le 1er mai 2010 dans l'Union européenne et il permet 3 cas de figure d'accès aux soins à l'étranger pour un patient. La première situation est celle du travailleur frontalier. Le travailleur frontalier est une personne qui travaille dans un pays qui réside dans un autre. Dans le cadre de son statut, reconnu par les règlements que je viens de citer au niveau européen, il peut accéder aux soins dans le pays où il travaille et dans le pays où il réside. Un autre cas de figure d'accès aux soins à l'étranger, toujours financé par le système de sécurité sociale par lequel nous ouvrons les droits au remboursement des soins de santé, c'est celui du séjour temporaire à l'étranger. Dans le cadre de vacances, dans le cadre d'un séjour à l'étranger temporaire, pour une formation, pour un programme Erasmus pour un étudiant ou pour toute autre activité temporaire à l'étranger, on a la possibilité, bien entendu, de recevoir les soins remboursés par le système de sécurité sociale dont on dépend lorsqu'on est malade à l'étranger sur le territoire du pays où on réside. Il y a un troisième cas de figure, c'est celui des soins programmés ou des soins intentionnels à l'étranger. On veut se faire soigner à l'étranger parce qu'on estime qu'on sera mieux pris en charge ou parce qu'on a l'ambition de bénéficier d'équipements ou d'infrastructures de soins qui sont à proximité de l'autre côté de la frontière ou bien dans des situations où on a des pathologies tout à fait particulièrement graves et on sait qu'on doit se rendre à l'étranger pour pouvoir obtenir les soins dont on peut espérer une guérison. Et dans ce cadre-là, s'applique bien entendu une disposition nécessaire pour obtenir le remboursement des soins à l'étranger. Il faut passer par une autorisation médicale préalable donnée par l'organisme de sécurité sociale dont on dépend. Et une fois qu'on a reçu cette autorisation médicale préalable, on peut obtenir le remboursement des soins à l'étranger. C'est une situation qui pose beaucoup de problèmes parce que chaque système de santé estime qu'il est le meilleur système de santé au monde, qu'il est performant à un très haut niveau. Et donc, les organismes qui doivent réguler l'accès aux soins dans les pays à l'étranger, dans chaque pays national, déclarent qu'il n'est pas nécessaire de se rendre à l'étranger pour se soigner, qu'on peut très bien se soigner dans le pays où les droits sont ouverts. Dans ce cas-là, évidemment, on a beaucoup enregistré de refus d'autorisation médicale préalable et de remboursement des soins à l'étranger. C'est ça qui a créé toute la jurisprudence de la Cour de justice européenne, 15 arrêts à peu près, et qui a créé aussi la naissance de cette directive européenne qui est indiquée dans le transparent, la directive 2011-24, suite aux arrêts de la Cour de justice européenne et suite à la nécessité de faire en sorte que les États membres interprètent d'une façon qui n'était pas hyper restrictive l'autorisation médicale de soins à l'étranger sur base de références en matière, je dirais, de prescription médicale et de respect d'un certain nombre de droits internationaux en matière d'accessibilité aux soins lorsqu'on est citoyen européen dans un autre État membre. Alors ça, je dirais, c'est le cadre général au niveau de la santé, c'est ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons nous appuyer sur l'article 168, paragraphe 2 du traité de Lisbonne qui dit que l'Union européenne encourage la coopération entre les systèmes de santé dans l'Union européenne et la directive 2011-24 qui dit à l'article 10, paragraphe 3, que la Commission encourage et supporte les initiatives en matière de coopération transfrontalière dans les régions frontalières de l'Union européenne. Voilà les appuis juridiques que l'on peut avoir, mais ce n'est pas un dispositif qui donne des droits, des ouvertures, une base légale, etc., etc. Donc, on va voir maintenant avec le diapo suivant
dans quel cadre on avance. Et on est principalement concerné, je parle de la grande région, mais je parle en règle générale dans l'accès aux soins à l'étranger, par les effets que peuvent produire les frontières. Et donc, le problème, c'est de savoir est-ce que oui ou non, on peut, dans l'Union européenne, traverser une frontière pour aller se faire soigner de l'autre côté de la frontière. Malgré toute la politique d'intégration européenne, malgré toute la politique de cohésion qui a été mise en place, il existe toujours des frontières et dans le domaine de la santé, elles sont liées au territoire national. L'accès aux soins est limité au système de santé et est limité au territoire national. Donc, dans le cadre des régions frontalières, on a bien des difficultés à pouvoir accéder aux soins de l'autre côté de la frontière, à l'exception du fait qu'on est peut-être travailleur frontalier. Mais si l'on veut vraiment se faire soigner, il faut cette autorisation médicale préalable. Et dans la politique de cohésion sociale, l'Union européenne a essayé de développer des incitants à la coopération transfrontalière en santé. C'est ainsi que le document que vous avez devant vous est un document qui a été édicté le 20 septembre 2017 par la Commission européenne et qui met en avant une politique interrégionale dans l'Union européenne. On peut passer la diapo suivante. En synthèse, dans ce document, on dit quoi? On dit quel est finalement dans l'Union européenne le rôle et l'importance des régions frontalières. On nous dit que ça représente 40% des territoires de l'Union européenne, 30% de la population de l'Union européenne, mais aussi une richesse très importante que dégagent ces régions frontalières, 30% du produit intérieur brut de l'Union européenne. Ce sont généralement des régions malheureusement économiquement moins développées, avec un accès restreint aux services publics et souvent l'obligation pour les entreprises, pour les services, etc., pour les citoyens de ces régions qui habitent ces territoires, de devoir jongler, naviguer, comme on dit, entre les différents systèmes légaux et administratifs si on veut avoir des activités d'un type ou d'un autre. Alors voilà, ça c'est la réalité des régions frontalières. Et en matière d'accès aux soins, on peut passer la diapo suivante, si on veut bien. L'accès aux soins dans les régions frontalières, il est réservé, comme je le disais tout à l'heure, principalement aux travailleurs frontaliers lorsqu'ils travaillent d'un côté de la frontière et qui résident dans l'autre, et elle est aussi possible dans le cadre de programmes de coopération que l'on met en place dans les régions frontalières. Alors, pour ça, il faut savoir que les régions frontalières sont généralement peu urbanisées. Ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Par exemple, on a une grande ville comme Sarrebruck dans la grande région qui est frontalière. On a peut-être d'autres lieux urbanisés, mais de moindre importance. On ne dispose généralement pas dans les lieux moins urbanisés d'une offre de soins très développée. Donc, les régions frontalières sont souvent rurales et sont souvent forestières et constituent une faible attractivité pour l'installation de professionnels de santé et la construction d'établissements de soins d'un certain niveau, c'est-à-dire qu'on rencontre dans les régions frontalières une offre de soins très limitée parce que les établissements de soins qu'on a construits sont souvent de faible taille, voire même de capacité moyenne au maximum. Et grâce au programme Interreg dans la politique interrégionale liée au document que je viens d'aborder tout à l'heure, il y a la communication qu'a faite la Commission européenne depuis 1992. On peut créer dans le cadre de projets Interreg des initiatives qui permettent de favoriser une amélioration de l'accès aux soins dans les régions frontalières en vue de réduire les distances d'accès, en vue de favoriser les soins de proximité, dans le cadre d'une mutualisation de l'offre à travers des coopérations, des conventions de coopération transfrontalière et favoriser l'échange de bonnes pratiques. Alors maintenant, je vais entrer davantage dans le débat sur ce qui existe au niveau de la grande région. Si on veut bien passer la diapo suivante pour illustrer les propos. Alors, je vais dire qu'aujourd'hui, s'il est nécessaire de développer les coopérations transfrontalières, elles requièrent une sensibilisation des acteurs de terrain pour créer des synergies entre les versants transfrontaliers et développer les partenariats afin
instituer à travers des bases légales des projets de coopération, structurer des territoires de santé transfrontaliers et, dans le cadre de la grande région, essayer de mettre en œuvre une motion dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'ouverture de l'événement auquel nous sommes connectés aujourd'hui, de faire en sorte que la grande région devienne territoire européen, modèle, pilote dans le cadre de l'initiative de rendre un accès aux soins plus favorable à la population de la grande région. Alors, on peut passer la diapo suivante. Je me référerai dans le cadre de cette réflexion sur la grande région à un travail qui a été réalisé pour la Commission européenne et qui est sorti aussi le 20 septembre 2017, qui est publié en anglais, en français et en allemand, qu'on peut télécharger sur le site de la Commission. On a les références au-dessus de la dia, gratuitement, pas de problème, c'est vraiment mis à la disposition de tout le monde. C'est une analyse de l'accès aux soins, une analyse des difficultés de créer des coopérations et des modèles de coopération dans un chapitre 3. Et alors, le modèle par excellence, celui que l'on a développé entre la France et la Belgique. Alors, on peut passer la diapo suivante. Je vais maintenant me focaliser sur la grande région. Voilà la diapo suivante. Dans le cadre de la grande région, je voudrais noter et épingler ce qui est dans cette brochure dont je viens de parler sur la coopération en santé dans l'Union européenne. C'est la situation dans l'espace frontalier franco-belge qui fait aussi partie de la grande région et qui touche bien entendu le Luxembourg et l'Allemagne. Et dans ce cadre-là, on a créé des territoires de santé transfrontaliers qu'on a appelés des ZOAS, des zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers. Il y en a 7. Tout l'ensemble du territoire franco-belge, donc de 622 km, est couvert à travers ces zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers et regroupe les établissements hospitaliers frontaliers de part et d'autre de la frontière. Ça permet de créer, pour les patients qui habitent ces différentes ZOAS, ces zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers, la possibilité de se soigner de l'autre côté de la frontière dans les différents établissements hospitaliers qui existent sans obstacle administratif ni financier. Ils ne doivent plus demander l'autorisation médicale préalable. Elle leur est donnée automatiquement par la convention qui a été élaborée. La convention ZOAST repose sur une base légale, celle de l'accord cadre, le premier qui a été signé dans l'Union européenne entre deux pays, un traité sanitaire en fait qui crée la possibilité entre les deux pays dans l'espace frontalier concerné, c'est-à-dire franco-belge, de développer des coopérations transfrontalières et d'élaborer des conventions qui permettent un maillage du territoire entre l'offre de soins d'un versant et l'offre de soins de l'autre versant. Ainsi, on assure une complémentarité entre les deux systèmes de santé et on réduit les temps d'accès aux soins pour les patients qui peuvent ainsi traverser la frontière, se faire soigner de l'autre côté, sans obstacle administratif ni financier, à charge pour les frais, les soins de santé qu'ils reçoivent de l'autre côté de la frontière de leur système de sécurité sociale, et ils sont ainsi traités de la même manière qu'un travailleur frontalier qui habite d'un côté de la frontière et qui travaille de l'autre côté de la frontière. On restaure une équité dans l'Union européenne entre les résidents des zones frontalières et les travailleurs frontaliers qui bénéficient du statut du règlement européen tel que je l'ai décrit tout au début et qui s'appuie sur l'accord qui avait été signé dans le cadre, je dirais, de la coopération CK en 1951 entre les différents pays de l'Union européenne, qui est la préfiguration du marché commun et de l'Union européenne. J'invite donc tout le monde à développer dans la grande région des espaces de territoires de santé de la même façon qu'on l'a fait et qui s'applique dans la grande région pour tout ce qui concerne le sud de la province de Luxembourg, donc celui en bas à droite de votre diapositive et qui concerne le territoire frontalier français voisin, c'est-à-dire celui du nord de la Meurthe-et-Moselle. Alors, on peut passer la diapo suivante. À côté de ce dispositif que l'on a mis en place en matière d'accessibilité aux soins sans obstacle administratif ni financier, on a aussi développé une collaboration pour tout ce qui concerne l'aide médicale urgente.
il y a quelque chose d'important et d'essentiel dans la vie sanitaire d'une personne, c'est la possibilité d'accéder à des soins urgents de manière rapide et être traité efficacement dans un délai le plus court possible. Surtout si le patient fait un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, ou pour toutes ces affections, le temps de traitement est capital pour ne pas avoir des séquelles, ne pas se retrouver malheureusement en chaise roulante, voire parfois pire comme un légume dans un lit. Et c'est très douloureux pour la personne, souvent très consciente de la réalité, mais aussi pour sa famille et son entourage qui, du jour au lendemain, voit quelqu'un qui a été détérioré dans son état physique et psychique et qui l'est en réalité à cause souvent du fait que la personne n'a pas toujours été prise en charge dans un délai rapide. Mais je ne mets pas en cause, bien entendu, l'efficacité de la prise en charge des systèmes de santé. Je mets en évidence le fait qu'il y a des problèmes de structuration d'un système de santé, surtout dans certaines zones. Quand les zones sont forestières et éloignées des basses murs, ça prend plus de temps. Donc, tous les systèmes de santé ont essayé de répondre aux difficultés qu'ils rencontraient, mais on peut encore améliorer cette efficacité de la prise en charge par les coopérations transfrontalières. Alors, vous, ici, vous avez sur cette carte dans l'espace frontalier franco-belge les interventions qui se font de part et d'autre de la frontière entre les SMUR français et les SMUR belges qui interviennent directement auprès du chevet de patient si un des SMUR concerné par la prise en charge du patient sur son territoire n'est pas en mesure de le faire. Et ainsi, vous voyez les possibilités d'intervention de part et d'autre de la frontière. S'il y a à peu près, dans le cadre des zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers, 20 000 patients qui sont concernés par les dispositifs, ici, chaque année, on a à peu près 500 interventions qui s'effectuent de part et d'autre de la frontière entre les SMUR français et les SMUR belges, qui réduisent ainsi ce qu'on appelle le temps d'intervalle médical libre, c'est-à-dire le temps d'accès à une structure hospitalière, à un professionnel de santé, etc., pour être pris en charge rapidement et être soigné efficacement. Alors, dans le cadre de l'espace frontalier concernant à la fois le sud de la province du Luxembourg belge et le nord de la Meurthe-et-Moselle, ainsi que entre le sud du Namurois belge et le nord des Ardennes françaises, on a mis en place un dispositif qui permet une prise en charge en première intention. Ça veut dire que là-bas, on a bien calculé les temps d'accès et on s'est rendu compte que ce qui était le mieux pour le patient, c'est d'être pris en charge directement par le SMUR du pays voisin lorsqu'il habitait tel et tel type de commune et qu'il devait faire des déplacements ou attendre un certain temps important pour avoir le SMUR de son pays qui intervienne. Et donc, de cette façon-là, on a hiérarchisé les interventions et on permet une prise en charge dans un délai beaucoup moindre, parfois dans des communes voisines frontalières, au lieu de 20 minutes pour obtenir l'intervention du SMUR, on arrive à des résultats de 5 à 7 minutes, c'est exceptionnel. Et donc ça, je crois que la coopération transfrontalière dans l'aide médicale urgente, dans ce secteur-là en tout cas, de la prise en charge des soins, est une réelle nécessité, un réel avantage pour les patients, un réel avantage pour les systèmes de santé, pour ne pas finalement prendre en charge des gens qui vont devenir impotents ou incurables alors qu'ils auraient pu être soignés plus rapidement. On a tout intérêt en Europe à mettre en place des dispositifs aussi rapides que possible dans le cadre de ces domaines. Et je m'étonne toujours, tous les jours, matin en me levant, que ça n'est pas réalisé, bien entendu, et qu'aucun ministre de la Santé européen n'y pense régulièrement non plus. C'est incroyable. Ce qui paraît évident n'est même pas réalisé. Alors, on peut passer la diapo suivante. Avant de passer à la diapo suivante, Monsieur Leval, je vais juste vous demander si vous pourriez parler un petit peu plus lentement pour notre pauvre interprète. Ah, d'accord, ok. Alors, évidemment, les discussions vivantes, passionnées, moi, je suis vraiment pour, mais il y a un petit peu de mal à suivre au niveau de l'interprétariat. D'accord. Voilà, mais sinon, excusez-moi, si ça ne va pas, il faut qu'elle me fasse signe pour que je ralentisse le rythme. Je sais que parfois, je m'emporte un peu, donc voilà. Alors voilà, on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup.
Donc, les effets positifs que l'on peut attendre, bien entendu, de ce type de coopération, de manière générale, c'est l'amélioration de la qualité de l'accès aux soins, la réduction des distances et, je dirais, les restructurations hospitalières qui se font portent moins d'incidence sur l'impact de l'accès aux soins que ça produit pour les populations. Ça permet de répondre dans un certain nombre de cas, bien sûr pas tous, mais partiellement, en tout cas dans certaines circonstances, aux problèmes liés à la démographie médicale qui est parfois insuffisante dans certains espaces frontaliers parce qu'on a ce qu'on rencontre souvent, des problèmes de désertification médicale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de professionnels de santé pour un territoire pour soigner les patients. Et c'est une manière de répondre à ce type de problème que l'on rencontre un peu partout dans les régions frontalières, de manière différente en termes d'intensité. Et puis, c'est une façon aussi, lorsqu'il y a des possibilités dans l'offre de soins, d'intensifier l'utilisation de l'offre disponible par rapport à celle qui n'existe pas et de créer toute une série de synergies et de complémentarités dans l'offre de soins entre 2 ou 3 systèmes de santé, suivant le nombre de frontières concernées, de favoriser les échanges d'expériences et de bonnes pratiques dans les régions frontalières, entre les professionnels de santé, entre les institutions de soins, et tout cela sans que ça ne coûte 1 euro à chacun des systèmes de santé. C'est quand même exceptionnel. On peut faire mieux, plus efficacement, avec un temps moindre, sans que ça coûte. Au contraire, c'est de l'argent gagné parce que tout ce qu'on arrive à faire par la complémentarité, on ne le fait pas par des investissements. On se demande vraiment pourquoi il y a encore des gens dans les autorités responsables des systèmes de santé qui bloquent les développements des coopérations transfrontalières en santé dans les régions frontalières. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Pour développer les coopérations transfrontalières, je voudrais maintenant parler de la méthodologie. Il est absolument indispensable d'avoir une base légale. On ne peut pas faire des coopérations transfrontalières puisque la compétence relève de chaque État membre et que le traité de Lisbonne le réaffirme très clairement, comme je le disais en introduction. On ne peut pas faire de coopération transfrontalière si on n'a pas une base légale. La base légale donnée pour faire des coopérations transfrontalières dans les espaces frontaliers à ce jour dans l'Union européenne, et c'est certifié comme ça, c'est se créer des accords cadres, des traités sanitaires entre 2 pays. L'initiative a été prise par la Belgique le 22 novembre 2002, lorsqu'on a réuni à Bruxelles les responsables du ministère de la Santé français, belge et français et de l'assurance maladie. Ils étaient une 60aine au sein de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité et on leur a mis sur la table un peu les problèmes que je vous évoque à travers toute une série de dossiers que l'on avait sur des projets de coopération interhospitalière. Il y en avait une 20aine à ce moment-là et qui ne pouvaient pas aboutir parce qu'il y avait toujours quelqu'un dans une autorité quelconque qui disait que ceci n'était pas conforme ou que ceci, et qui pinaillait pour des choses qui n'avaient pas de sens. Et alors on s'est dit, il faut maintenant avancer. On est dans une ère européenne où on va vers davantage d'intégration. On voit tous les effets positifs et les avantages pour les patients. Comment ne pas y répondre mieux? Et c'est la raison pour laquelle les ministères ont négocié pendant 2 ans et demi un accord qui s'appelle un accord cadre de coopération sanitaire, c'est-à-dire un traité sanitaire, et qui permet maintenant, grâce à ça, d'avoir une base légale pour créer les conventions de coopération indispensables telles que je les ai exposées à travers les zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers, les OAST, ainsi que pour l'aide médicale urgente, la convention d'aide médicale urgente. Dans le cadre de la grande région, nous avons 3 accords cadres. Un entre la Belgique et la France, un entre la France et l'Allemagne et un entre la France et le Luxembourg. Ce qui serait intéressant, et c'est un des objectifs que l'on essaie de développer dans notre projet COSOR, mais de manière générale dans la grande région et au sein du Comité économique et social de la grande région, c'est d'avoir des accords cadres dans toutes les parties des territoires frontaliers de la grande région. Donc,
entre l'Allemagne et la Belgique, entre l'Allemagne et le Luxembourg, entre la Belgique et le Luxembourg en plus. C'est ce qui nous manque. Et donc, on peut passer la diapo suivante. Cette base légale nous permettrait bien entendu d'avancer de manière considérable dans la mesure où nous pourrions alors négocier les conventions dont j'ai parlé tout à l'heure de ZOAST. On en a déjà une dans la grande région entre le sud de la province de Luxembourg et le nord de la France, mais nous voudrions aller dans un territoire beaucoup plus large en prenant en compte le Grand-Duché de Luxembourg, car ici, il s'agit d'un espace frontalier qu'on avait appelé le PED à un moment donné, le Pôle européen de développement, et qui rassemble trois régions frontalières. Donc, on devrait aller dans cette direction-là au sein de la grande région. On a une convention d'aide médicale urgente Lorraine entre le sud de la province de Luxembourg, qui s'appelle en partie la Lorraine belge, et le nord de la Lorraine française à travers la Meurthe-et-Moselle et en partie la Meuse. On pourrait développer des expérimentations de ce type-là dans tous les espaces frontaliers au niveau de la grande région. On a une convention de cardiologie de haute intervention entre l'hôpital de Forbach et l'hôpital de Wolklingen depuis 2013. Ça concerne entre 50 et 60 à 80 patients l'année, mais ça devrait être développé. Il y a une convention Mozart qui allait dans cette direction-là, mais elle est assez vide de sens puisqu'elle ne permet qu'une intervention pour de la chirurgie de la neurochirurgie interventionnelle pour une dizaine de patients l'année, toujours dans ce territoire de la Moselle-Est et du sud, je dirais, de la Sarre. Mais il faut aller beaucoup plus en avant. La convention Mozart préfigurait la convention ZOAST quand je l'ai rédigée, telle qu'elle devrait l'être dans la Moselle-Est. Et on attend bien entendu sa mise en œuvre. Mais il y a des blocages qu'on ne comprend pas vraiment. Et on se demande pourquoi on n'avance pas, n'est-ce pas? Même chose au niveau de l'aide médicale urgente. Il y en a une qui a été développée entre Forbach, enfin c'était plutôt de la Saarbrück et les communes de Forbach et de Sarreguemines, mais elle ne fonctionne pas vraiment. Et donc là aussi, il y a du travail à réaliser. Puis on a une nouvelle convention qui permet aux parturientes de l'hôpital de Prüm, dans le cadre de la Rhénanie-Palatinat, donc au-dessus de Trèves, de pouvoir accoucher à l'hôpital de Saint-Vite dans la communauté germanophone de Belgique, où là-bas, on a toujours un service de maternité, alors que dans l'hôpital de Prüm en Allemagne, on a fermé ce service de maternité. Si on peut passer à la diapo suivante, je voudrais expliquer très rapidement le contenu et les objectifs du projet CAUSAN dans le cadre de la grande région pour essayer justement de développer ces coopérations transfrontalières. Alors, ce projet CAUSAN vise très concrètement, c'est un partenariat où il y a 35 opérateurs, 10 opérateurs partenaires et 25 opérateurs associés, beaucoup d'hôpitaux, de l'assurance maladie, etc., et les autorités de gestion, telles que les ministères de la Santé de la région wallonne, de la Rhénanie-Palatinat, de la communauté germanophone, etc. On veut, créer un observatoire de la santé grand régional. Il manque d'un observatoire. Il existe dans la grande région un observatoire de l'emploi et on voudrait, qui existe depuis 10 ans, qui est à Saarbrück, qui fait un travail remarquable. Mais les préoccupations santé, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est indispensable à développer. Il faut de la connaissance pour mettre en place des dispositifs en matière de santé. Et donc, un observatoire de la santé grand régional est devenu vraiment indispensable. On le réclame dans le cadre de la grande région depuis des années au niveau du comité économique et social. Et donc, on espère maintenant qu'avec le travail que l'on réalise dans le projet CAUSAN, nous aurons à la fin de ce projet jeté les bases et mis en place des relations entre les acteurs qui possèdent l'information en santé dans leur territoire pour arriver à le réaliser. Développer des coopérations transfrontalières concrètes à travers les accords cadres qui manquent aujourd'hui et dont je parlais tout à l'heure, définir des territoires de santé transfrontaliers type ZOAST, on les appelle bien entendu comme on veut, le nom n'a pas d'importance, ce qui est important c'est le contenu, c'est de permettre aux patients de traverser la frontière sans obstacle administratif ni financier pour se soigner et de mutualiser l'offre de soins de part et d'autre de la frontière. C'est développer une gestion informatisée des flux des soins,
sans quoi ce n'est pas possible de gérer les coopérations transfrontalières. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans l'espace frontalier franco-belge, de généraliser la prise en charge transfrontalière dans le cadre de l'aide médicale urgente, de renforcer dans le cadre du PED en santé, la collaboration entre les hôpitaux de Mont-Saint-Martin, d'Arlon, de Colpac et de Esch-sur-Alzette, et d'instaurer une mobilité aisée des professionnels de santé. Ça fait cruellement défaut aujourd'hui. On peut passer la diapo suivante. Concrètement, on veut créer un accord cadre entre la Belgique et le Luxembourg. On arrive à la réalisation de cette idée puisque une déclaration d'intention a été signée entre les deux ministres de la Santé du Luxembourg et de Belgique le 31 août. Donc, on va arriver à sans doute réaliser celui-là. Il ne restera plus qu'un accord entre la Belgique et l'Allemagne et un accord entre l'Allemagne et le Luxembourg. Et ainsi, on aura réalisé dans la grande région une avancée considérable pour donner une base légale à la coopération transfrontalière. En matière d'accès aux soins, on voudrait créer des coopérations transfrontalières partout au sein des régions frontalières de la grande région pour faire en sorte que le patient n'ait plus les obstacles qu'il connaît aujourd'hui de pouvoir aller se faire soigner de l'autre côté de la frontière, raccourcir les temps d'accès aux soins. Par exemple, on avait mis ça en place entre la Belgique et la France parce que les parturientes de JV devaient faire 1h30 de trajet pour aller accoucher à Charleville lorsqu'on a fermé la maternité à JV en 2001. C'est incroyable en termes de sécurité pour la mère et l'enfant. Et on a raccourci les distances en permettant aux parturientes de JV de se soigner à Dinan, c'est-à-dire à 20 minutes de l'autre côté de la frontière. On veut donc réaliser des mêmes accords que ceux qui viennent d'être conclus, notamment en matière d'accouchement entre Prüm et Saint-Vith dans la grande région. Et ainsi, on espère réaliser l'objectif de la grande région devenue modèle en Europe en matière d'accessibilité aux soins transfrontaliers. Voilà, je vais passer la diapo suivante pour remercier tout le monde et principalement la traductrice de m'avoir supporté aussi longtemps, d'avoir été compréhensive sur mon emballement parfois et la passion qui m'anime, pour l'intérêt que vous portez aux coopérations transfrontalières, notamment dans le cadre de la grande région, parce que je crois que pour y arriver, il est nécessaire et indispensable que les acteurs de la santé au plus bas de la prise en charge, c'est-à-dire le plus proche du patient, se mobilisent pour apporter une réponse adéquate et adaptée aux réalités des territoires de santé transfrontaliers que l'on pourrait créer, et ainsi, avec ce développement dans d'autres espaces frontaliers de l'Union européenne, on pourrait vraiment mettre en place une réelle Europe de la santé dans l'édification européenne qui nous aide à vivre une vie confortable et heureuse à travers la paix que réalise l'Union européenne. Et donc, j'espère que nous avancerons grâce à votre événement et bien entendu grâce à la collaboration qui pourra naître entre un ensemble d'acteurs dans le cadre de toutes ces collaborations soutenues par les projets Interreg qui sont vraiment les éléments indispensables pour pouvoir arriver à créer ces coopérations transfrontalières. Je vous remercie vraiment pour votre attention et pour la traduction, l'invitation, etc., etc. Et je suis ouvert à tout échange. Je crois qu'il y a déjà, de toute façon, des personnes qui participent, qui pourront échanger également et répondre à une série de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Leval, pour cette présentation à la fois passionnée et passionnante. Je rappelle aux participants, voilà, si vous avez des questions à poser, vous pouvez lever virtuellement la main et on vous donnera la parole ou les écrire via le chat. Et également, donc, pour tout ce qui est caméra, vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra, mais quand vous posez des questions, ça rend quand même la chose un petit peu plus vivante. Donc, je vais déjà peut-être demander s'il y a des questions au sein de l'audience, que ce soit au niveau par le chat ou en levant la main. Est-ce que vous avez des questions, oui, ou des commentaires par rapport à cette présentation qui était quand même déjà très, très complète? Si j'en vois pas, donc pour l'instant, j'en aurais peut-être une de questions. Vous avez expliqué durant la présentation, si je ne me trompe pas, donc c'est vrai, les systèmes nationaux donc, se trouvent tous infaillibles, que ce sont les meilleurs du monde, etc. C'est un petit peu aussi mon impression. Est-ce qu'à votre avis,
via l'épidémie de Covid, cette mentalité a un petit peu changé dans le sens où on a vu des coopérations transfrontalières. Je parle par exemple côté franco-allemand qui ont vu le jour, qui peut-être s'il n'y avait pas eu cette épidémie n'auraient pas vu le jour justement parce que ces systèmes étaient vraiment imbriqués. Et le fait là de voir qu'ils n'étaient peut-être pas si infaillibles, comment vous voyez ça? Comment vous voyez les opportunités qui peuvent en résulter? Merci beaucoup pour votre question. Elle est extrêmement pertinente compte tenu du contexte et elle, je dirais, s'inscrit tout à fait dans la démarche que l'on développe, nous, depuis plus de 30 ans, bien entendu, avec un ensemble d'acteurs. Maintenant, il est clair que la pandémie, c'est vraiment une situation dramatique pour un grand nombre de familles et un grand nombre de personnes, mais elle est révélatrice aussi de la limite des systèmes de santé. Et je dirais que ça, c'est un constat important que l'on doit retenir en termes de conséquences de cette pandémie. Elle est par ailleurs révélatrice de la nécessité de continuer à fonctionner à l'avenir comme on l'a fait par le passé, c'est-à-dire avec des limites frontalières très strictes entre les régions frontalières. Ainsi, ce à quoi vous faites allusion, notamment, c'est la solidarité qui a pu s'organiser, notamment dans la grande région, entre les structures hospitalières. Les hôpitaux qui avaient des services de soins intensifs, réanimation, qui étaient saturés parce qu'il y avait plus de patients qui devaient y être soignés qu'il n'y avait de lits disponibles. Et malgré le nombre de lits que l'on avait ajoutés dans ces services, il y avait une carence en matière de prise en charge. Certains patients dans certains pays ont été transférés dans le même pays, mais à des distances considérables, plusieurs centaines de kilomètres, etc., etc., alors qu'en traversant la frontière, c'était à moins de 30, moins de 40 ou moins de 50 kilomètres, ce qui était tout à fait plus intéressant, à la fois pour le transfert du patient en termes de sécurité, pour son transfert en termes de qualité de transfert, mais aussi pour la famille. Même si on sait que les familles ne pouvaient pas visiter toujours les patients atteints de cette affection, c'est quand même plus rassurant de savoir qu'il est à 10, 20 km ou 30 km que de le savoir à 700 km, comme ça s'est passé pour toute une série de personnes. Et puis, malgré qu'on ne peut pas faire des visites, si on a besoin d'apporter, je ne sais pas moi, la moindre chose personnelle que peut avoir besoin ce patient pendant son hospitalisation, on peut le faire même si on ne peut pas aller le voir à l'hôpital. Donc, à bien des égards, sur la prise en charge et son environnement avec le milieu familial, c'est bien plus qualitatif d'envisager un transfert à courte distance de l'autre côté de la frontière que de le faire dans le même pays, à des centaines de kilomètres. Et donc, je ne vais pas citer tous les cas, je pourrais citer le nombre de patients qui ont été pris en charge dans tel et tel type de structure, etc., etc. Mais ce n'est pas très utile. Ce qu'on sait, c'est que des patients français ont pu être soignés en Allemagne, qu'on peut être soignés au Luxembourg, on peut être soignés en Belgique, que des patients belges de la communauté germanophone ont pu être soignés en Allemagne, etc., etc. Et donc, des ouvertures se sont faites spontanément entre les hôpitaux qui ont dialogué entre eux et qui ont ouvert la possibilité à des prises en charge de ce type-là. J'espère que cette solidarité spontanée entre les structures hospitalières, entre les professionnels de santé, va demain donner naissance à des coopérations structurées, telles que j'ai essayé de les développer, avec des accords des autorités, avec une prise en charge et une régulation financière, des modes de gestion administratifs et financiers des flux, avec une comptabilisation, une analyse des flux, etc., correspondants, pour savoir de quoi on parle quand on parle de coopération transfrontalière et quelles sont les personnes qui en bénéficient, quelles sont les structures qui peuvent, je dirais, développer de tels projets, etc., etc. Donc, tout ça est nécessaire à construire. Dans certains espaces frontaliers, c'est déjà le cas, comme j'ai fait allusion, entre la France et la Belgique. On espère développer des projets concrets aussi dans le cadre du projet COSAN avec le Luxembourg notamment, et on espère que dans le cadre de la Moselle-Est, on va avancer aussi, mais
voilà, c'est toujours le même type de mécanisme qui est en place. Les États membres de l'Union européenne n'envisagent pas de transférer aujourd'hui des compétences vers les institutions européennes en matière de santé, ce qui veut dire que pour les soins transfrontaliers, on sera régi par les mêmes dispositifs que ceux que j'ai évoqués et on devra encore attendre peut-être un certain temps pour pouvoir faire en sorte qu'on aille vers une dynamique qui soit beaucoup plus positive que celle qui existe aujourd'hui. J'espère vraiment que la crise, qui est un révélateur de toute une série de situations, va être pour certains le déclic qui va les inciter à faire des pas qui sont indispensables aujourd'hui pour progresser dans la direction qu'on a évoquée. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois qu'il y a une question parmi les participants. Madame Bogaté, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je vous remercie déjà pour votre présentation. J'avais une question. Je partage vos constats sur les blocages qu'il y a pour poursuivre la coopération, notamment en Moselle-Est. Moi, je fais partie du projet MHL Chirex, qui est aussi un projet Interreg, qui est un projet de formation continue entre les universités de Nancy, de Hambourg, de Liège. Et je me disais que avec les OAST, les freins administratifs à la coopération transfrontalière ont quasiment tous été levés. Est-ce que maintenant, il n'y aurait pas d'autres freins qui seraient plutôt interculturels ou même qui sont juste en fait une mauvaise connaissance des professionnels de santé, des différents centres et des différents systèmes de santé qu'il y a de l'autre côté de la frontière et qu'on n'aurait pas d'autres leviers, par exemple la formation, qui pourrait inciter, en fait, créer une nouvelle dynamique autour de la coopération en santé? Alors, c'est une question qui a plusieurs aspects, évidemment. Merci beaucoup de l'avoir posée et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans le cadre d'autres événements ou de collaborations futures. Il est clair qu'aujourd'hui, les professionnels de santé dans l'espace frontalier, par exemple de la grande région, mais généralement dans l'ensemble de l'Europe, je dirais de l'Ouest, ont des niveaux de formation comparables. La Cour de justice, d'ailleurs, s'est prononcée en disant que la santé était une matière internationale et qu'il n'y avait pas des limitations à la connaissance ou à une pratique plus particulière dans un pays plutôt que dans un autre. C'est une science internationale et les médecins sont formés à des niveaux comparables. Il n'y a plus donc d'écart que l'on pourrait évoquer, en tout cas dans les pays que je viens de citer, entre les niveaux de formation et les niveaux de compétences des professionnels de santé. Donc, je pense que les professionnels de santé, les médecins, vont se former dans un autre pays, font des stages dans les autres pays, connaissent les systèmes de santé des pays voisins. C'est étonnant que ça ne se connaisse pas aujourd'hui, cette réalité. Et si les professionnels de santé d'un pays veulent connaître le système du pays voisin, il y a plein de possibilités de le faire. Il y a plein de lieux où on fait de la communication et de l'échange dans ces domaines. Et il suffit dans les projets Interreg souvent de réunir les professionnels de santé de part et d'autre de la frontière pour qu'ils communiquent, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils échangent sur leurs procédures et leurs pratiques. C'est ce que nous faisons régulièrement. Et donc, par ces mécanismes-là, je crois que l'ignorance de l'autre, du voisin, disparaît, heureusement. Et bien sûr, je suis d'accord avec vous de dire qu'il faut développer des formations, il faut encourager à la communication, à l'échange, etc., etc. Nous y participons, bien entendu. Mais ce n'est pas un problème culturel, pas la science médicale, bien entendu. Quelle que soit la langue du professionnel de santé, en plus aujourd'hui, c'est quand même l'anglais qui est la référence. Donc, dans la connaissance médicale, les médecins ont une connaissance assez commune et voisine. Ils savent comment fonctionnent
les pratiques médicales dans leur, je dirais, spécialité, et ils connaissent tous les équipements que l'on utilise dans leur spécialité. La différence, c'est le niveau de l'équipement et le niveau de l'utilisation de cet équipement. Mais en dehors de ça, au niveau de la pratique, on n'a pas beaucoup de connaissances à apprendre de l'autre. Il n'y a pas d'obstacle culturel. Il y a un obstacle culturel au niveau de la langue lorsqu'on traverse la frontière pour un patient qui ne parle pas la langue du pays voisin. Mais même les médecins souvent la connaissent. Si je prends l'espace franco-belge, dans l'espace franco-belge, je peux en parler puisque je le connais plus qu'il ne faut. Il y a une partie du territoire qui concerne 250 km entre la Belgique et la France, où on parle néerlandais d'un côté, donc l'allemand, si vous voulez, dans la grande région d'un côté, et le français de l'autre. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas pu faire des coopérations transfrontalières et des OAST. On a traduit tout ce qu'il fallait, mais les médecins flamands vont se former à Lille, et inversement, des médecins de Lille interviennent en Belgique dans le cadre de l'aide médicale urgente. On a traduit tous les dispositifs de procédures de l'aide médicale urgente suffisantes. Il n'y a jamais eu de problème. Les hélicoptères traversent la frontière sans obstacle, comme les virus. Donc, il n'y a pas de situation qui peut être un obstacle réel. Les vrais obstacles, c'est les autorités de gestion des systèmes de santé qui ne donnent pas les autorisations pour des raisons qu'on ignore encore, soi-disant budgétaires, mais qui ne sont pas réelles. C'est des faux arguments. Et pas pour des raisons ni culturelles, ni administratives, ni financières, parce que là, on a démontré qu'on disposait aujourd'hui de tous les mécanismes, de tous les instruments suffisants. Je crois que le problème est dans l'esprit européen. Est-ce que oui ou non, dans l'Union européenne, les autorités de gestion en responsabilité ont l'esprit européen ou nationaliste? C'est ça la vraie question. Je vous remercie du coup pour cette réponse et je pense qu'on pourrait clôturer sur ces mots cette session. Encore, évidemment, à vous, un grand merci, Monsieur Leval, ainsi qu'à tous les participants. Et je vous invite, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui le peuvent, nous avons tout de suite là à 14h, donc deux sessions en parallèle, une sur l'expert français et une sur avec un expert luxembourgeois. Donc voilà, encore de ma part, un grand merci donc, pour votre participation à tous. Et voilà, on peut se retrouver tout de suite à 14h vers les autres panels. Au revoir. Merci beaucoup et merci à la traductrice. Merci beaucoup. Au revoir. Bien évidemment. Au revoir. Au revoir.